Bonjour et merci de nous accueillir. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, bien évidemment, on aimerait vous parler de ce qui est au-dessus de nous, c'est-à-dire la société Michelin. J'imagine que vous la connaissez au moins de nom. J'imagine que vous connaissez bien notre petit logo qui est en haut de la page, le fameux bonhomme Michelin ou Bibendum, ça dépend comment on l'appelle. Et voilà, on va commencer par ça pour vous donner, pour ceux qui n'ont pas forcément en tête tous les chiffres du groupe Michelin, on va vous donner déjà une petite overview de ce qu'est le groupe Michelin. Nous avons été créés, alors pas nous, mais le groupe Michelin, il y a 135 ans, puisque la création de Michelin date de 1889, donc nous existons depuis 135 ans, avec une ADN qui a toujours été une ADN d'innovation dans nos produits, principalement les pneus, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi de plus en plus vers des services, vers des matériaux de haute technologie. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Nous sommes environ 135 000 personnes, groupe Michelin, puisque nous avons fait un certain nombre de fusions, d'acquisitions depuis quelques années. Nous opérons dans quasiment tous les pays du monde, pas tous, mais 175 pays. Notre chiffre d'affaires de l'année dernière s'est élevé à un peu plus de 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc empreinte mondiale, et nous avons un résultat opérationnel de 3,6 milliards, ce qui est plutôt bon. Et cet argent, il sert, entre autres, au-delà de nous rémunérer, de rémunérer les actionnaires également, il nous sert à investir, et à investir dans la recherche et le développement, et de continuer à travailler sur un certain nombre de sujets, comme par exemple la recherche de matériaux renouvelables pour mettre dans nos pneus. On va de plus en plus avoir de matériaux renouvelables dans nos pneus, avec un objectif d'avoir des pneus 100% renouvelables à un horizon de temps en 2050. Donc ça prend du temps. Il y a aujourd'hui déjà à peu près 30% du matériel renouvelable dans un pneu. Et voilà, on va continuer à progresser dans ce sens-là. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on continue à innover. Si on passe à qui on est, vous allez voir, Michelin, c'est juste avant, Michelin, vous connaissez la marque Michelin, vous connaissez, mais le groupe Michelin, c'est beaucoup de sociétés qui le composent sur différents segments d'activité. Bien évidemment, si je vous dis Michelin, la première réaction et la première chose qui va vous venir à l'idée, c'est le pneumatique. Bien évidemment, et c'est normal. Mais Michelin, ce n'est pas uniquement que le pneumatique. Il y a une grosse partie qui reste du pneumatique, avec les marques que vous pouvez voir à l'écran, ou à des activités autour des composites, on va dire, qui sont proches du pneumatique. Mais nous avons des activités qu'on appelle autour du pneu, qui sont des activités de gestion de flotte, comme Masternaut par exemple, de distribution de pneumatiques comme Euromaster en Europe. Je ne sais pas si vous savez, cette enseigne-là appartient au groupe Michelin. Et nous avons aussi, et si je prends le cas d'ailleurs, puisque nous sommes à Aix-en-Provence aujourd'hui, nous avons Allopneu. Allopneu, dont le siège est à Aix-en-Provence. Allopneu fait partie du groupe Michelin. C'était 40%, je crois, il y a quelques années, et c'est devenu 100% il y a, je ne sais pas s'il y a des gens d'Allopneu dans la salle d'ailleurs, voilà, super, voilà. Donc nous avons Allopneu maintenant dans le giron du groupe Michelin. Et puis vous avez les activités qui vont au-delà du pneu, donc sur l'expérience client par exemple. Je pense que vous connaissez aussi tous le guide rouge, le restaurant étoilé, les cartes Michelin, les guides verts lorsque vous allez faire un petit peu de tourisme. Tout ça, ce sont aussi des activités du groupe Michelin qui promeuvent la mobilité, qui promeuvent le fait de se déplacer, de déplacer des biens, de déplacer des personnes. Et Michelin est en tout cas dans ce métier-là. Et de plus en plus, on va vers ce qu'on appelle les matériaux de haute technologie, c'est-à-dire ce qui compose nos pneus. Sans rentrer dans le détail, on n'aurait pas beaucoup de temps, mais si vous voulez un pneu, quand vous prenez un pneu que vous avez sur votre voiture, chacun, c'est environ 200 composants. Donc tous ces matériaux-là, ils servent à la fois aux pneus, mais ils peuvent servir à d'autres utilisations. Donc toute cette logique que l'on cherche à mettre en place autour des matériaux de haute technologie, on veut le faire pour le pneu, mais au-delà du pneu. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion aussi, si vous êtes curieux de regarder Michelin, on est en train aussi de développer par exemple des voiles pour les bateaux, pour le transport de marchandises, pour réduire l'empreinte environnementale d'un déplacement de bateau, donc un bateau à voile, et ces voiles sont des voiles Michelin basées sur des composites. Donc voilà pour Michelin, en quelques mots, et c'est très difficile de résumer 135 années d'activité en quelques minutes, mais voilà pour ce qu'est le groupe Michelin.
Alors, en ce qui nous concerne, tous les deux, donc moi je suis Thierry Cognon, je travaille au niveau de la direction opérationnelle de la transformation digitale et des systèmes d'information. C'est le petit acronyme que vous verrez tout à l'heure qui s'appelle DOTI. Je travaille dans le service d'infrastructure et je suis en charge de tous les data centers du groupe Michelin, que ce soit des data centers que l'on possède, que ce soit des data centers qui sont en service managé chez des partenaires ou le cloud, maintenant, puisqu'il est arrivé, on va en parler tout à l'heure, il y a quelques années. Donc je m'occupe de ça à l'échelle du groupe, donc à l'échelle mondiale. Et je suis accompagné de Guillaume Hospital. Oui, bonjour à tous. Donc Guillaume Hospital, donc moi je travaille comme l'a dit Thierry, je travaille dans ces équipes et j'ai en charge la plateforme cloud. Donc je suis groupe product owner de la plateforme cloud pour Michelin. Voilà, donc l'expert cloud, c'est lui. Voilà. Vous avez des questions tout à l'heure sur cette partie-là. Si on regarde un petit peu nos chiffres sans regarder, là non plus dans le détail et détailler tous les chiffres, notre métier et on va dire notre landscape, c'est plus de 20 000 serveurs. Aujourd'hui, alors quand on les ramène en serveurs, on va dire virtuels, c'est plus de 20 000 serveurs gérés dans le monde entier, dont une bonne moitié se trouve dans nos usines. Nous avons aujourd'hui 120 sites industriels, dont 80 sites, on va dire Michelin, et d'autres sites, d'autres marques. Mais nous avons à peu près la moitié de nos serveurs qui se trouvent dans nos usines. Et le reste, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être sur nos data centers à nous, sur les data centers en service managé, ou bien dans le cloud. Et le cloud représente aussi une partie non négligeable, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et on a environ 12 000, on a 2 000 applications. Et on fait environ 12 000 changes par année sur l'ensemble de ces applications, sur du patching, sur des montées de version, etc., etc. Donc ça, c'est notre activité. Je vais en parler tout à l'heure. On a une activité qui est extrêmement opérationnelle. Il y a une stratégie aussi dont on parlera, mais on a aussi une activité extrêmement opérationnelle pour la gestion de ces assets-là. Alors, on va commencer un petit peu notre histoire, notre petite histoire. Hein, vous avez compris qu'à l'échelle de Michelin, c'est une toute petite histoire. Notre voyage vers le cloud, ou l'hybride cloud, il a commencé il y a quelques années. Avant, on était on-prem. Et on avait nos data centers à nous, on avait des data centers externalisés. Et en 2016, on a introduit la notion de cloud, premièrement avec Azure. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais un petit peu quand même par curiosité. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Quelle valeur ça peut nous apporter dans la stratégie de hosting ? Donc on a regardé, on s'est dit, tiens, effectivement, on peut utiliser du IaaS, on peut utiliser des machines qu'on arrête, qu'on redémarre quand on veut, on peut avoir une notion de très éphémère d'utilisation de machines sur des pics d'activité. Et puis, petit à petit, on a bâti, avec l'aide notamment de Guillaume, on a bâti en fait un environnement cloud pour pouvoir continuer à progresser et pour pouvoir accélérer l'utilisation du cloud chez nous. C'est pour ça qu'on a créé en fait une plateforme cloud, puisqu'en fait pour nous c'était un accélérateur de la montée en puissance du cloud chez Michelin. Donc il y a toujours un investissement au départ pour dire comment on va mettre ça en place. Et puis assez rapidement après, on s'est dit, bon, c'est bien, on travaille avec Azure, ils sont sympathiques, ils ont une belle offre, mais on ne veut pas travailler avec un seul et unique vendeur. On veut avoir la possibilité de travailler avec des concurrents. J'ai envie de dire une saine concurrence, parce qu'on n'a pas envie d'avoir nos œufs dans le même panier, on n'a pas envie de se retrouver loqué, comme on dit, avec un seul fournisseur, dépendant de ses prix, etc. C'est la raison pour laquelle on a signé avec Amazon également. Et là, Amazon, c'est venu principalement des fameuses merge and acquisition que le groupe Michelin a fait. Vous avez vu, il y a plein de sociétés qui appartiennent au groupe. La plupart des sociétés que l'on a acquises lors des dernières années, elles étaient pratiquement toutes sur AWS. Mais on a vu ça comme une opportunité, puisque AWS aujourd'hui est le numéro 1 mondial du cloud sur pas mal de dimensions, de venir les mettre à côté d'Azure pour avoir cette fameuse saine concurrence. Et aujourd'hui, c'est le cas. On peut utiliser Azure dans certains cas. On peut utiliser AWS lorsque c'est plus pertinent pour nous. Et puis voilà, et se dire, si jamais ça va mal avec l'un ou l'autre, il y a toujours une possibilité finalement de repli. La suite, Guillaume ? Alors ensuite, il y a plusieurs pans. Voilà, ça c'est un peu l'agenda. Donc on va vous expliquer aussi ce qu'on a pu réaliser donc, dans l'utilisation des cloud providers autour du data lake chez Michelin. Donc commencer à agréger de la donnée, commencer à parler de data mesh, de faire de l'analytics,
Enfin voilà, donc tout ça orienté autour de la consommation de la donnée et de ce qu'on a comme slogan aussi en ce moment autour de la DOTI, c'est Data Driven Company. Donc vraiment, voilà, se dire la donnée prend une dimension de plus en plus importante. Il y a un autre sujet dont a parlé aussi Thierry tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les usines. Donc on vous fera aussi un petit focus sur des chantiers autour de l'OT IT et notamment sur le fait que on a travaillé sur la dimension industrie 4.0 et qu'est-ce que ça a amené, qu'est-ce que ça a changé autour des usines, avec un changement de mindset, de gouvernance, voilà, pas mal un changement de direction, on va dire. Et puis il y a un autre pan aussi assez important, enfin tout le monde le connaît, c'est le pan autour de l'IA et les différents virages qu'il a fallu prendre. Et on vous expliquera qu'est-ce que ça a amené, alors aussi de contextualiser autour de l'usine. Et du fameux chantier autour de l'industrie 4.0 pour le digital manufacturing. Donc là, voilà, qu'est-ce qu'on a créé avec une plateforme autour de l'IA, de la data, et tout ça avec, encore une fois, un focus sur le digital manufacturing. Et alors la suite, c'est bon Guillaume, la suite des aventures sur l'histoire du cloud, elle est assez récente. Elle a eu lieu l'année dernière. Notre ERP, le ERP du groupe Michelin, c'est pas SAP, c'est Oracle Business Suite. Donc on est une des rares entreprises du CAC 40 à ne pas être sur SAP. On est sur Oracle Business Suite. Et historiquement, ça tournait, alors pour les experts, ça tournait sur des machines Exadata, qui étaient des machines Oracle, qui étaient hébergées chez nous, dans nos data centers. Ces machines, elles arrivaient en fin de vie, on a dû les remplacer. Et il a été prouvé par des études qu'en fait, notre ERP, on ne pouvait le faire tourner que sur cette technologie-là. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On va racheter des machines et on va les mettre chez nous et on va les garder on-prem. Bon, c'est pas très scalable tout ça, puis il faudra les racheter dans 5 ans. Donc on s'est rapproché des cloud providers et le seul cloud provider qui était capable, à date, puisque c'était il y a 2 ans, de proposer des technologies un peu full stack Oracle, c'était Oracle avec son cloud OCI. Donc pour nous, c'est un cloud de niche, le cloud d'Oracle, qui nous permet d'héberger notre ERP. Et on a migré toute notre ERP mondiale, toutes zones confondues, on l'a migré en 1 an, en passant du monde des Exadata on-prem au monde du cloud, ce qui a été déjà très bien et ce qui a permis à redonner de l'air notamment à nos utilisateurs, à nos directions financières, parce qu'on a eu des performances qui étaient accrues grâce finalement aux nouvelles technologies, des nouvelles machines, bien évidemment. Et puis, il y avait un vrai business case à la clé, puisqu'en fait, OCI inclut tout, le hardware, inclut les licences, etc. Et on avait un business case vraiment financier pour faire cette transformation-là. Mais ça reste un cloud de niche, parce que pour nous, c'est un cloud un peu full stack sur notre ERP. Et puis, il y a d'autres, peut-être qu'on en reparlera d'ailleurs dans les années à venir. On a 2 types, et vous le vivez certainement dans vos entreprises, on a 2 types de lois et de régulations que l'on subit. Il y a les lois et régulations étatiques. Nous, on travaille aussi avec la Chine, par exemple, mais ce n'est pas le seul exemple, qui, au travers de ces lois, cybersécurité, etc., imposent un certain nombre de fonctionnements dans son pays. Voilà. Et là, on avait commencé à travailler avec Azure, enfin en tout cas, une société chinoise qui commercialisait Azure en Chine. Et là, on s'est dit, ça ne va pas durer aussi longtemps qu'on l'imagine. Donc, on a décidé de sourcer un cloud alternatif local. Et on a décidé de travailler avec AliCloud, qui est le cloud de Alibaba, si vous connaissez. Donc ça, c'est les lois qui nous obligent à le faire quelque part. Et on peut penser d'ailleurs que dans l'avenir, si on se projette à 4-5 ans, il n'est pas en tout cas exclu que certains États puissants puissent nous dire à un moment donné, je pense à l'Inde, je pense au Brésil, je pense à d'autres pays qui pourraient nous obliger à un moment donné à avoir des règles à la fois de localisation du matériel et de localisation des opérations sur leur territoire, pour protéger les données de leurs citoyens, pour protéger les données de leurs entreprises, etc. Et puis on a aussi, nous, nos propres règlements internes. Donc Michelin fabrique des pneus, fabrique des produits, et bien évidemment, il y a des secrets de fabrication. Nous sommes un industriel et nous avons des secrets de fabrication. Et ces secrets de fabrication, on doit les protéger. Et c'est d'ailleurs notre métier, ça fait partie de mes devoirs de base, c'est de protéger ces secrets de fabrication, c'est-à-dire les données, les algorithmes, etc. C'est pour ça qu'historiquement, nous, on a des infrastructures que l'on appelle D1 chez nous, ça c'est le petit jargon interne,
qui ne sont, pour certaines applications, que hébergées chez nous dans des data centers Michelin, opérés uniquement avec des équipes Michelin. Aucune sous-traitance. Aucune sous-traitance et que du personnel Michelin. Mais on se dit, c'est bien tout ça, mais ça a des limites, parce qu'il faut qu'on ait des data centers, il faut qu'on les remplisse, il faut qu'on gère toute la logistique, et ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est la mobilité, c'est les pneus, etc., même si on est IT de cette société-là. Donc on a commencé à travailler sur le fait de dire, mais pourquoi pas utiliser le cloud pour nous aider à avoir un arsenal supplémentaire on-prem, mais pas n'importe quel cloud. On travaillait avec Azure, AWS, OCI, ils sont tous très bien, mais ils ont une particularité, ils sont américains. Et en Amérique, il y a des lois extraterritoriales qui permettent, même si vous êtes en France, même si vous êtes hébergé en France, l'État américain peut venir saisir vos données, et même si on vous dit, oui, vous inquiétez pas, c'est crypté, bon, ce n'est pas en tout cas le choix qu'on a fait, donc on a décidé de partir avec un acteur français qui est bien connu, qui s'appelle OVH, sur l'offre Secnum Cloud, et nous avons déployé nos premières applications cette année sur les environnements Secnum Cloud pour des applications dites sensibles. Et ça nous permet d'avoir de l'hybridation. On va garder toute notre empreinte on-prem. Il n'est pas question de migrer sur le cloud, mais pour certaines workloads, pour certaines applications sur lesquelles ça a du sens, on va les mettre sur le cloud OVH pour ces fameuses applications dites sensibles. Alors maintenant, je vais vous parler, avant qu'on parle de la partie effectivement cloud, transformation, je vais vous parler un peu de nos... Là, vous retrouvez le fameux acronyme, je suis désolé, donc le fameux DOTI, donc c'est la Direction opérationnelle de la transformation digitale et des systèmes d'information. IN, c'est l'infrastructure, c'est l'entité dans laquelle je me trouve. Et DAP, ça veut dire Data Center et Application Platform. Donc je suis manager de cette entité-là. Quand on regarde un petit peu dans le temps, sur les 5 prochaines années, ce qui ne va pas bouger, tu peux appuyer. Voilà. Ce qui ne va pas bouger, c'est que nous, notre devoir de base, ce que l'on délivre, quels que soient les choix d'infrastructure que l'on fait, on délivre des choses qui doivent respecter un certain nombre de critères. Les premiers, c'est la qualité d'expérience, la qualité de service qu'on délivre à nos utilisateurs. C'est la disponibilité des environnements, c'est la capacité à corriger des incidents très rapidement lorsqu'il y en a, en fonction de leur sévérité, c'est de faciliter l'accès aux services d'infrastructure pour nos utilisateurs qui sont principalement les DevOps, les équipes de développement. Ça, c'est un premier devoir de base que l'on a. Le deuxième devoir de base, c'est la sécurité. On doit toujours travailler sur des parades supplémentaires par rapport aux risques cyber que nous avons dans le monde. Et donc, on rajoute très souvent, chaque année, des parades supplémentaires. La dernière en date, c'est des outils de CSPM qu'on a déployés au niveau du cloud. Voilà, on avait déployé plein d'autres outils avant, des EPP, des EDR, etc. Et on continue à déployer des outils et des parades pour répondre à des exigences qui sont liées au monde de la cybersécurité. Le troisième point qui est venu un peu plus récemment, mais qui fait écho aussi à la stratégie de Michelin sur le tout durable, puisque Michelin a une stratégie tout durable et veut réduire, par exemple, veut augmenter le nombre de composants réutilisables dans ses pneus et baisser son empreinte environnementale, nous, on doit faire la même chose au niveau des data centers. Même si, très honnêtement, on représente une petite partie de l'empreinte environnementale du groupe Michelin. Mais c'est quand même notre devoir de le faire. Donc, on cherche des solutions pour trouver les moyens de réduire cette empreinte. Ça peut être, par exemple, augmenter la durée de vie de nos serveurs. Même si nos fournisseurs nous disent c'est 5 ans, vous amortissez, c'est 0, vous rachetez, non, peut-être qu'on va faire 7, peut-être qu'on va faire 8. Ça peut passer par ce genre de choses. Et puis le dernier, c'est un peu la résultante, c'est les coûts. On doit maîtriser nos coûts, on ne peut pas les faire flamber, parce que nous avons aussi un rôle à jouer dans la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité de l'entreprise, si on fait simple, il y a des revenus et il y a des coûts. Nous, on joue sur les coûts. Nous, il faut qu'on ait les coûts les plus optimisés possibles, pour aider à ce que l'entreprise soit rentable. Donc tout ça, c'est un tout petit peu antinomique, bien évidemment, parce que si on fait plus de sécurité, c'est peut-être un peu plus de coûts. Si on fait un peu plus de green, c'est un peu plus de coûts, etc., etc. J'ai envie de dire, c'est la beauté de notre métier. Ce que je dis à mes équipes, je dis c'est très bien que ce soit nous qui le faisions, parce que au moins, on se dit, on va bien le faire, et on va essayer de trouver les bonnes solutions pour arriver à cet équilibre. Alors comment on travaille ? On ne travaille pas tout seul en chambre, on travaille d'abord sur la stratégie du groupe Michelin. C'est hyper important pour nous de connaître la stratégie du groupe Michelin.
La stratégie du groupe Michelin, c'est une stratégie de croissance, à la fois organique, mais aussi au travers des merge and acquisition que l'on va faire. Sur les 4-5 ans, il est à peu près certain que Michelin va continuer à acheter des sociétés. Et il y a un enjeu, je pourrais le résumer par data-driven company. C'est un mot qu'on utilise souvent. Michelin, de plus en plus, a besoin de données, a besoin d'intelligence artificielle pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir être meilleur dans ses décisions, pour pouvoir simplifier des processus, notamment au niveau des usines. On en reparlera. Mais ça nécessite plus d'infrastructures. Donc nous, il faut qu'on accompagne aussi ce mouvement-là. Et si vous lisez un peu la littérature autour de Michelin, il y a toute la stratégie de Michelin, c'est la stratégie ce qu'on appelle 3P, People, Planet, Profit. C'est comment en fait on améliore la vie des personnes, que ce soit nos clients, nos employés, comment on protège la planète, et puis comment on fait des profits également, parce que sans profit, finalement, on ne peut pas faire grand-chose sur ces différents sujets. Donc nous, on va être calé à la stratégie du groupe Michelin. Ensuite, on n'est pas tout seul, on ne vit pas dans un monde clos, on vit dans un monde qui nous entoure. Et les risques que l'on entrevoit sur les périodes, le premier, c'est le fameux VUCA, qui veut dire vulnérable, qui veut dire incertain, complexe, ambigu. Et tous dans cette salle, vous l'avez connu il y a quelques années avec la crise Covid. Il y a en ce moment un certain nombre de problèmes géopolitiques au Proche-Orient, en Russie. Et mon but n'est surtout pas d'être pessimiste, mais de simplement acter le fait que c'est là. Et donc, on se doit d'être capable de pouvoir réagir à la hausse et à la baisse quand ces événements arrivent ou s'arrêtent. Et pour la petite anecdote, moi j'ai pris mon poste chez Michelin. Alors je suis chez Michelin depuis bien longtemps, mais il y a un peu plus de 4 ans, j'ai pris ce poste-là, au mois de mars 2020. Je vous rappelle que c'est le moment où on a tous été confinés à minima en France. Et moi, ce que je voyais nos revenus baisser, comme beaucoup de compagnies. Il y avait moins de ventes, on vendait moins de pneus. Et je voyais notre infrastructure, elle, qui ronronnait, même avec des applications qui tournaient à 50% de leur capacité. Mais ma facture à moi, elle n'a pas bougé. Et j'étais extrêmement frustré de ça, parce que je me suis dit, moi, comment je peux faire, quand mes ventes diminuent, pour diminuer mes coûts, pour protéger le résultat de l'entreprise. J'étais assez frustré de ça. On a fait des choses, mais pas suffisamment. Et dans l'ambition que l'on a, on veut essayer, c'est un peu un rêve, on veut essayer finalement que notre coût d'infrastructure il soit le plus lié finalement à la courbe de revenus de l'entreprise. Si ça baisse, ça doit baisser. Si ça augmente, il faut qu'on accompagne la croissance. La sécurité, j'en ai déjà parlé. Alors quand on regarde justement la résultante à la fois de la prise en compte de la stratégie Michelin et des risques extérieurs, on arrive à finalement c'est quoi nos ambitions sur les 4-5 années qui viennent. Donc nous savons que nous allons croître, ça c'est une certitude. L'infrastructure va continuer à croître. Un chiffre également qui est intéressant, je trouve, entre 2016 et 2023, l'infrastructure du groupe Michelin, elle a doublé. Si je prends l'infrastructure serveur, elle a doublé en 7 ans. Pourquoi ? Parce que de plus en plus de besoins digitaux, de plus en plus de besoins data, de plus en plus d'applications modernes, etc. Nous devons maîtriser nos coûts et il est clair qu'on va aller vers un monde où, en termes d'état d'esprit, le cloud va être prédominant. Je n'ai pas dit les hyperscalers, j'ai dit la philosophie du cloud va être prédominante. Elle pourra être même appliquée à nos propres data centers. Ça, c'est quelque chose d'important, justement pour répondre à ces défis d'incertitude et de scalabilité up and down. Gérer nos coûts, comme toujours, j'ai envie de dire, c'est un peu mon travail quotidien, c'est de toujours faire attention à comment on investit, quelles sont notre manière d'optimiser les coûts, est-ce que le cloud est moins cher, plus cher que l'on-prem, toutes ces questions que vous devez vous poser, comment on le fait pour vraiment mesurer cet aspect-là. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et puis, de plus en plus, avec Guillaume en parlera tout à l'heure, parce qu'on veut améliorer la qualité d'expérience, parce qu'on ne veut plus forcément être vu comme une fonction un peu backstage. Vous savez, l'infrastructure, c'est un peu c'est l'arrière de la boutique, et puis on travaille avec eux parce que il faut travailler sur les services d'infrastructure. On veut proposer des catalogues de services, on veut proposer des choses que nos DevOps puissent consommer simplement, et nous, on va leur garantir, quand ils consommeront ces services, que ces services, ils sont au meilleur coût
pour la qualité de service demandée, au bon niveau de sécurité demandé par le groupe et qui respecte le plus possible les contraintes environnementales. Alors comment on fait pour se transformer? On a trois chantiers de transformation qui sont en cours. Le premier, c'est toute la modernisation de nos data centers. J'en ai déjà un peu parlé. Et la modernisation des data centers, ça passe par le multi-cloud. Je l'ai parlé. Hein, au-delà de ce qu'on fait dans le SaaS d'ailleurs, on le fait aussi avec le PaaS. On veut éviter d'avoir des lock-in avec certains vendeurs. On fait de l'hybridation avec du edge, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du cloud partout, notamment dans nos usines. On a des infrastructures edge qui sont au plus proche de l'outil de production, de nos pneus, de nos semi-finis. Et on introduit de plus en plus, hein, on en parlait aussi ce matin dans une autre conférence des containers, de la partie container, on développe de plus en plus la containerisation, j'ai envie de dire là, indépendamment de la localisation. Ça peut être sur du edge, ça peut être sur du on-prem, et ça peut être sur du cloud. Donc ça, c'est notre manière, on va dire, de moderniser la partie applicative, la partie data center. La deuxième modernisation sur laquelle on s'appuie, c'est la responsabilisation autour des opérations. Il y a encore 10-15 ans, on avait des modèles opérationnels, notamment ceux qu'on déléguait à des entreprises de services managés, où ils faisaient tout, puis nous on regardait, et puis on disait, vous faites tout, puis nous on ne peut rien faire. Mais ça, on casse ça. On casse ça et on met la responsabilité des opérations au plus proche de là où ça doit être. Si je prends les usines, nous avons des équipes informatiques dans les usines, quelques-unes. Il faut qu'elles aient la possibilité de pouvoir intervenir quand il y a un problème dans l'usine. C'est elles qui savent. Elles savent mieux qu'une équipe centrale ou elles savent mieux qu'une équipe qui est offshorée quelque part. Donc il faut qu'il y ait on va dire une manière d'opérer qui soit plus moderne, plus responsabilisante et bien sûr plus automatisée pour éviter de faire travailler des gens sur des tâches à très faible valeur ajoutée. Et ça, on va y arriver par le dernier sujet de la transformation, qui est l'infrastructure as a service. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est comment on s'organise en notion de produit. Vous avez dû entendre ça aussi sur les parties applicatives. Ben nous, on veut faire la même chose sur la partie infrastructure. C'est quoi notre produit cloud? C'est quoi notre produit container? Et comment ces produits-là, ils sont consommés, utilisés par la communauté DevOps. Et là, on veut vraiment leur apporter la meilleure expérience qui soit, et j'ai envie de dire une expérience très universelle. Si je suis DevOps, que je travaille un peu plus dans le cloud, et puis que demain je vais travailler plus sur du edge, et puis après je vais travailler plus sur des data centers Michelin, si à chaque fois je dois réapprendre la manière de travailler, et dire alors dans ce cas-là je dois faire ça et ça, on perd un peu notre temps. Et on veut avoir une communauté finalement qui interagit avec nous de la manière la plus lean, la plus simple possible. Donc ça, ce sont nos chantiers de transformation qui ont démarré il y a maintenant à peu près 3 ans, et qui avancent. Il y a déjà des résultats concrets autour de tout ça, dans tous les pans, que ce soit data center, transformation. Nous avons déjà utilisé, par exemple, le cloud pour des activités sensibles, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour les operating models, nous avons déjà déployé ça dans les usines. Et pour les services, l'infra as a service transformation, grâce aux plateformes que l'on a montées, on a mis en place. Guillaume. Ok, donc je prends la suite. Donc, comme vous l'a dit Thierry, voilà, on a des ambitions sur les 5 prochaines années qui sont assez ambitieuses pour le coup, et vraiment ambitieuses. Et ça, c'est passé à travers quoi? Donc il y a un pan important autour de ça, c'est l'aspect organisationnel. Donc aux alentours de 2018, on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle, alors nous on appelait ça les IT platforms. Bon, maintenant c'est la philosophie, c'est ce qu'on entend au travers du platform engineering. Et comme l'a dit Thierry, en fait il y a plusieurs points sur lesquels on insiste. Alors il y a l'aspect technologie roadmap, dans le sens où qu'on soit capable en fait de driver et de vraiment de garder l'ownership en fait de comment on va piloter, quelle technologie on va utiliser, et qu'on ne soit pas dépendant, en fait, qu'on essaye quand même de résister à toutes les tentations qu'on peut avoir, que ce soit tiré soit par les cloud providers, soit par les différents partenaires avec lesquels on travaille. Et tout ça pour nous permettre de garder le grip technique. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un chantier qui a démarré aux alentours de 2016. On réinternalise les compétences chez Michelin pour justement se dire il faut pouvoir travailler sur des technologies, il faut avoir quand même un certain grip technique. Et puis là, très récemment, on va dire il y a à peu près 1 an, on a amené une démarche autour de l'inner source et l'open source. Donc on a déjà commencé à contribuer sur des projets open source, mais c'était des choses qui étaient quand même assez, on va dire un peu de niche, et on communiquait pas forcément autour de ça. On a une vraie ambition de travailler sur l'aspect open source, mais aussi sur l'inner source.
notamment autour du platform engineering. Je pense que, voilà, si vous avez lu un peu la littérature autour de ça, il y a quand même une vraie volonté en fait de faire participer les communautés et de faire participer les différents personnels de l'entreprise. Donc, je vous l'ai dit, on a démarré ça en 2018. Donc, c'est quelque chose où on a commencé déjà à avoir des impacts, voilà, un retour d'expérience assez notable. On a vu que les différents consommateurs des produits, donc je vous expliquerai juste après sur la partie platform engineering, les différentes plateformes engineering plateformes que l'on a. Il y a déjà, voilà, on sent qu'il y a un meilleur delivery, plus rapide. Plus simple, les gens montent plus rapidement à bord parce qu'il y a ce fameux time pour onboarder une personne dans les équipes. On a pu voir qu'il y avait une certaine amélioration autour de ça. Et puis l'objectif aussi à travers cette organisation One System qu'on appelle One System, donc qui pilote vraiment les backlogs et la gouvernance autour des différentes plateformes, c'est d'être capable de s'assurer qu'en fait tout le monde va dans le même sens. C'est-à-dire que la stratégie est bien comprise, connue par les différentes plateformes et que quand elle contribue, quand on construit des choses, des produits, ça va vraiment dans le sens et l'orientation stratégique donnée par l'entreprise. Donc voilà, et tout ça pour donner et alors point très important, je l'ai pas mis en exergue dans le slide, mais ça a permis de développer l'autonomie des équipes. Et ça, c'était un point ultra important pour la prise de décision, sur plein d'aspects. Donc voilà, slide juste après. Donc ça, c'est la dernière version. Alors, c'est quelque chose qui bouge régulièrement. On n'a pas encore trouvé la version finale du visuel, on va dire. Mais voilà, la dernière version qu'on a aujourd'hui, là, vous avez une représentation. Alors, il y a des mots un peu compliqués. Hein. C'est, comme a dit Thierry tout à l'heure, on a dit DOTI. C'est des choses, c'est des jargons internes Michelin. Mais on a travaillé sur une représentation donc, des différentes plateformes. Alors, il y en a qui sont là. On a commencé en 2018. Là, c'est la dernière version. Depuis... pour accompagner les ambitions, Thierry a parlé notamment du Edge tout à l'heure. Voilà, il y a des nouvelles plateformes qui se sont construites. Donc là, typiquement, je suis sur la plateforme cloud. C'est pas moi qui l'ai mise au centre. Ça a été fait par les gens de la com. Il y a la plateforme Edge qui est arrivée. On a une plateforme OBS pour observabilité. Donc on a des core plateformes. Donc ça, c'est les plateformes, on va dire, les building blocks, les fondations en fait pour la consommation des différents services qu'on va produire. Et autour de ça, il y a de plus en plus de plateformes qui sont créées et qui permettent de travailler sur plusieurs pans. Hein. Donc là, Thierry l'a dit sur la partie expérience de l'utilisateur, end user. Et tout ça avec une philosophie pas que pour nos DevOps, mais aussi on sait qu'on travaille pour des clients finaux. Donc voilà, donc on essaye vraiment de travailler sur cette dimension. Le slide d'après. Alors, je vous ai parlé d'IA tout à l'heure, je vous ai parlé d'Industrie 4.0, donc je vais vous expliquer une démarche, sur quelque chose qui s'est passé, qui a été opéré il n'y a pas très longtemps au sein des usines. Juste faire un focus particulier sur la plateforme AICP. Donc AICP pour AI, hein, vous avez tous compris. Il y a une vraie volonté de déployer déployer la consommation de l'IA et de la rendre la plus simple possible, d'accord, pour ce qu'on appelle nos citizens et les différents personas que vous avez sur la droite. Cette plateforme, elle a vraiment une volonté de dire, voilà, je vais créer j'amène toute une organisation, tout un ensemble de services, je les agrège et j'en fais quelque chose de consommable aisément et rapidement par n'importe qui dans l'entreprise. D'accord ? Parce qu'on sait, l'IA, ça demande certaines compétences, certaines technologies, etc. Donc voilà, donc on a construit une plateforme autour de l'IA pour justement accompagner le déploiement de l'IA et la consommation de l'IA au sein de l'entreprise. Et donc ça me permet de faire la transition juste sur le slide d'après. Alors, il est un peu compliqué, je m'en excuse. Si tu peux encore appuyer, Thierry, je pense qu'il manque... Ouais, voilà, bon. Ouais, encore, il y en a encore. Désolé. En fait, ça, c'est autour de l'industrie 4.0. Donc, ça schématise vraiment de manière très high level ce qui s'est opéré. C'est bien plus complexe que ça. Derrière, il y a le premier chantier, en fait, ça a été de se dire, on l'a dit tout à l'heure, c'est Data Driven Company. Donc, sur quoi on a travaillé en priorité ? On a travaillé sur la partie data lake de l'usine. Alors vous allez me dire, un data lake, c'est quand même beaucoup plus large que ça, c'est pas au sein de l'usine, mais c'était une première version. La première version de se dire, bon, on sait qu'on a plein d'automates, on sait qu'on a plein de choses qui se passent dans l'usine, on va récupérer ces informations parce qu'on a besoin de piloter. Et forcément, c'est commencer à ramener de la donnée avant de commencer à prendre des décisions sur la donnée, forcément. Derrière ça, il a fallu, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est dit, alors c'est sous l'aspect connectivité, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans les usines,
il y a plein de gens qui travaillaient, donc ils étaient sur du papier, ils sont petit à petit passés sur la suite Office, donc Access, enfin je vous rappelle un peu des vieux souvenirs, mais globalement il y a plein d'applications, ce qu'on appelle un peu Shadow IT, qui ont été montées, parce qu'on avait des gars qui savaient faire un peu de dev, et puis ils ont commencé à faire des macros, et à faire des choses pour justement piloter l'activité de l'entreprise. Tout ça dans le bon sens, hein, dans le sens où ils avaient envie d'améliorer la productivité, etc. Donc on s'est dit, bon, il y a ces applications qui contiennent aussi de la donnée, qui vont participer au pilotage. Alors je ne vais pas dire que c'est du data mesh, mais on pourrait peut-être parler de data mesh au sein de l'usine, mais on s'est dit, bah voilà, il y a ces applications, ça fait partie aussi du fameux data lake. Et forcément, qui dit avoir de la donnée, on a commencé à travailler sur les aspects visualisation, couche de visualisation. Donc là, vous voyez, OSIsoft, pardon, c'est pour récupération de métriques sur les machines, et puis MicroStrategy. Donc on commence à avoir des couches de visualisation, etc. Et puis, petit à petit, Thierry l'a dit tout à l'heure, l'IA est arrivée, on commence à se dire qu'on va augmenter encore, et ça c'est pareil, hein, c'est à travers l'industrie 4.0, on va encore améliorer les différentes capacités de l'usine à travailler sur la donnée. Et alors ça fait partie c'est ce qu'on appelle computer vision. En fait, c'est un gros sujet qui a démarré, on va dire, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Enfin, les réflexions peut-être même encore avant. Et le but, c'est de se dire, on va utiliser les caméras. Et puis, alors, pour vous donner un exemple, hein, on a des matières premières dans l'usine, forcément. Tiens, il y a des cages dans lesquelles on vient mettre ces fameuses matières. Et on s'est dit, on a régulièrement des problématiques autour de, tiens, le stock a diminué, je ne l'ai pas piloté correctement, ou j'ai un problème, c'est plus là, quelqu'un l'a pris. Et en fait, en travaillant sur l'aspect traitement de l'image, on s'est dit, tiens, on va commencer à mettre une caméra et puis on va processer le flux de données, donc le flux de la caméra, et de se dire dès qu'il y a quelque chose qui disparaît, enfin qui est enlevé, je suis capable de voir il y a ce stock là qui est en train de diminuer et il va peut-être falloir que je remonte une alerte. Donc ça c'est un des aspects sur la computer vision. Il y a d'autres choses autour du pneu, de l'analyse des pneus, etc. Et en fait là où c'est important, où c'est intéressant autour de l'hybrid cloud et de ce qui a pu se passer en termes de mindset et de changement dans l'usine, c'est qu'au début, on s'est dit, mais comment on va être capable d'entraîner les modèles, en fait ? Parce que quelque part, il y a plein de modèles, hein, vous les connaissez, il y a pas mal de choses sur GitHub, etc. Mais il va falloir entraîner un modèle sur quelque chose que nous, pour lequel on en a besoin. Et c'est là où on s'est dit, mais on n'a pas les capacités dans l'usine. C'est-à-dire que dans l'usine, j'ai pas de GPU, j'ai rien, j'ai pas la puissance de calcul suffisante pour faire cet entraînement. Et c'est là où le shift s'est opéré et on s'est dit, mais il y a le cloud. Donc on va pouvoir commencer à envoyer ces informations, donc ces flux d'images. Alors c'est des téraoctets, aujourd'hui d'ailleurs ça nous pose quelques problèmes sur l'infrastructure. Et donc se dire, on va entraîner donc, les modèles dans le cloud avec du GPU sur la fameuse plateforme AICP. Et puis, une fois que ces modèles ont été travaillés, ont été entraînés, on va les redescendre sur l'usine. Et on va commencer à traiter le flux d'images directement sur l'usine. D'accord ? Et donc là, c'est un premier shift qui a été opéré, un des premiers shifts qui a été opéré en disant l'usine sort de l'usine en fait. Là. On commence à aller consommer du cloud. Et puis derrière ça, donc ça c'était sur du flux d'images. Derrière, on a, je vous l'ai mis là, il y a du BrainCube, du DataIQ. Donc là, pareil, être capable de faire du clustering sur des événements pour autour de la maintenance des machines, pour être capable d'anticiper, de faire de la prédiction sur l'usure des pièces pour les machines de production. Et puis on a commencé, petit à petit, on a amené de plus en plus d'innovation à travers ces différents chantiers. Tout ça pour aller vers la prescription et être capable de dire, je vais être capable de piloter l'usine, même d'anticiper. En fait, ce qu'ils veulent, c'est même anticiper. Et ça a été un des plus gros chantiers autour de l'usine. Alors Thierry en a parlé tout à l'heure, hein. On a petit à petit aussi, on a des applications qui sortent des usines et qui vont dans des cloud providers type OVH pour les lois et les régulations. Mais voilà, l'utilisation du cloud public est quand même faite dans l'usine. Et je pense que c'était le dernier slide. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un truc, Thierry. Ouais, c'était le dernier slide. Ça, c'est juste, si vous êtes intéressé pour suivre l'activité de Michelin, que ce soit sur la partie IT Engineering ou IS Digital, puisqu'on communique pas mal sur ces sujets. Donc si vous êtes intéressé, vous pourrez suivre ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut prendre le temps de questions. 4 minutes pour poser des questions. Enfin, s'il y a des questions que vous voulez nous poser en dehors, on sera pas loin.
Comme vous faites en cloud hybride, comment vous allez gérer la partie migration de la gestion des process entre l'ITIL et l'agile? Parce que qui dit cloud dit agile. On sait que c'est jamais évident de travailler avec de l'ITIL et de l'agile en même temps. Beaucoup de grands groupes, je ne sais pas, pour Michelin, ont fait face à cette adaptation. Comment ça s'est passé? Rapidement, comment ça s'est passé chez vous? Êtes-vous full agile? Avez-vous toujours de l'ITIL? Êtes-vous entre les deux? Voilà. Je vais faire une première réponse, tu compléteras, Guillaume. J'ai envie de dire, je vais vous répondre, c'est un peu comme le cloud et l'on-prem. On est aussi hybride sur ces aspects ITIL et agile. Les plateformes dont parlait Guillaume, on est dans l'agilité. On est dans l'agilité avec des product owners, avec des product architectes, avec la gestion d'une backlog, avec des personnes comme Guillaume qui sont au contact direct avec leurs utilisateurs, avec une notion de customer centricity sur les besoins. Et donc, de plus en plus, on développe ça. Puis après, on a des activités, puisqu'on a énormément d'activités, qui continuent à être gérées plutôt en mode ITIL sur des applications, plutôt des applications legacy, plutôt des applications qui sont stables dans le temps et qui vont soit ne pas perdurer parce qu'elles vont être remplacées par des applications modernes. Et là, pour le coup, on va gérer des choses classiques. On va gérer du change, du SR, on va gérer de l'incident, etc. etc. Donc on a les deux modèles qui cohabitent en fonction finalement de la pérennité de chaque typologie d'application. C'est une réponse courte, mais les deux cohabitent. Les deux cohabitent. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question à propos de vos données sensibles. Vous êtes passé sur un cloud OVH. Comment vous avez géré tout ce qui est données spéciales France? Est-ce qu'il y a un moyen de chiffrement intégré? Et comme vous êtes sur l'international, comment vous gérez votre partie ITAR? Alors, je pense que ma réponse sera partielle à votre question. Les principaux sujets sensibles chez Michelin, qui est une entreprise française, sont principalement ceux de notre centre de recherche basé à la Doue, à côté de Clermont-Ferrand, en France. C'est là où on a nos principaux sujets. On en a quelques-uns aux États-Unis, quelques-uns, mais assez peu. Et donc, les sujets à protéger sont surtout des sujets de développement et de R&D qui se passent en France. Puisqu'on a différents niveaux de classification. On a du D1, du D2, du D3. Le D1, c'est uniquement on-prem et maintenant le Secnum Cloud de notre partenaire OVH. Donc la problématique, elle se pose aujourd'hui surtout pour la France. Donc elle ne se pose pas dans les mêmes termes pour d'autres pays. On n'a pas cette question-là parce qu'il y a moins de sujets sensibles traités en dehors de la France. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins. Et pour l'ITAR, vous n'en avez pas? Ça ne me dit rien sur cette partie-là. Ça ne me dit rien. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette présentation et je vous invite à revenir à 14h. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci de nous avoir accueillis. Au revoir.